Je vais vous résumer l'histoire des cuisines collectives que vous allez voir dans un instant en vous rapportant la réflexion du journaliste G-Claude Thériault. Il a dit « Cette expérience a changé la honte en dignité et le sentiment de culpabilité en solidarité ». Voyez de quoi il en retourne avec ce reportage réalisé par Christiane Rondeau. Les gens ont faim. Des faims de toutes sortes, de faim causées parce qu'on est pauvre, on n'a pas d'argent. Une faim parce qu'on est toute seule, une sorte de faim émotive aussi. Et les cuisines collectives sont très efficaces pour combler toutes sortes de faim. Une femme qui a connu la faim, c'est Jacinthe Ouellette, du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. En 1985, elle décide qu'elle en a assez d'avoir à quêter à la fin de chaque mois pour nourrir ses 2 enfants. On s'accroche parce qu'on se dit hey, ça n'a pas d'allure, pas capable de nourrir mes enfants, je ne suis pas capable de les acheter, les habiller. Je me suis dit, ça faut que je fasse quelque chose, là. Jacinthe propose donc à sa sœur Sylvie et à une voisine de se réunir autour des chaudrons. Ensemble, elles planifient et préparent des repas pour 7 personnes et partagent les frais. Et vous avez eu de la difficulté à avouer dans le quartier, tout au moins, que vous aviez trouvé ce moyen-là pour économiser un peu et réussir à bien nourrir vos enfants? Oui. Parce que les voisins, là, ils vont te connaître. Là. Un coup, tu le dis, les voisins connaissent que t'es pauvre, tu sais. Puis c'est pas le fun non plus de se le faire voir ou de le faire dire à tous les jours en passant sa rue. Elle est pauvre, elle, tu sais, elle n'arrive pas. Il y a la honte, mais aussi la peur. Jacinthe craint que l'on réduise son chèque de bien-être social si on apprend qu'elle arrive à économiser quelques dollars. C'est donc par hasard que Louise Garnier, qui travaille au carrefour familial Hochelaga-Maisonneuve, découvre l'initiative de Jacinthe Ouellette. Et c'est là que vous avez eu l'idée que cette formule-là que vous découvrez serait applicable. Mais puisqu'elle venait du milieu, elle venait comme une solution, une alternative à la faim, à la pauvreté. Et puis, c'était pas, ça venait pas d'en haut, c'était pas des spécialistes qui avaient dit, bon, ben, je pense que vous devriez faire ça comme ça. C'était des personnes du milieu qui vivaient la situation, qui ont vraiment trouvé les propres moyens de survie puis de créativité, je dirais. Et humainement, c'est une expérience extraordinaire. S'entraider, mettre en commun des énergies, quoi de plus beau, non? Jacinthe Ouellette se laisse convaincre et accepte de venir expliquer à d'autres femmes son idée de cuisiner en groupe. Ainsi sont nées au Québec les premières cuisines collectives. Marc, qu'est-ce que tu fais, les oignons? Ben, je fais les oignons. Je sais pas encore comment... une autre fois. Très vite, elles se multiplient. Et tout aussi vite, on se rend compte que les cuisines collectives, c'est beaucoup plus qu'une question d'argent. C'est plus que faire de la popote, cette histoire-là. C'est qu'ensemble, on a commencé à rêver, on prend notre place, on développe des talents, on en reconnaît qu'on en avait, qu'on ignorait. On sort de chez nous. Ça a l'air de rien, aujourd'hui, à 92, de dire que c'est difficile de sortir de chez soi. On a peur d'être jugé. Même si de plus en plus, on s'en va vers une majorité de personnes dont les revenus baissent, c'est encore mal vu. C'est pas correct. Hein? C'est pas très, très à la mode en ce moment. Et puis, avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans une société industrialisée puis moderne, comment se fait-il que vous ne mangez pas bien? C'est très culpabilisant, et particulièrement pour les femmes, dont le rôle est d'être encore nourricières de leur famille. Et puis, elles n'ont pas d'allure si elles n'ont pas bien nourri. Hein? Alors, ce qui fait que la mise en commun de ça, être en collectif, ça nous donne de la force. On a de la place pour dire qu'est-ce qu'on pense, puis on est écouté dans qu'est-ce qu'on dit, puis on est considéré. J'assisterai toujours à la cuisine parce que les valeurs importantes que ça m'apporte, c'est directement ça. C'est l'interaction humaine, c'est le fait que du monde différentes, avec différentes histoires, peut se rassembler, puis on voit qu'il y a une magie qui est créée dans cette interaction-là. Et puis, je pense que c'est des valeurs que peut-être le monde en général devrait plus chercher dans leur vie. C'est un héritage qu'on peut apporter de 1000 années d'histoire humaine où il faut revenir peut-être à ces valeurs simples, ces valeurs communautaires, la force de la vie sociale, le monde qui se rassemble pour partager des idées, des émotions. Je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut à la fin du 20e siècle. Finalement, en cuisinant, on a du temps. On se prend un petit peu de temps, on ne fait pas ça à la course.
Puis on se donne un petit peu de temps pour jaser, puis s'écouter un petit peu à travers de notre journée. Les cuisines collectives regroupent généralement de 3 à 5 personnes qui, avec leur famille, représentent une douzaine de bouches à nourrir. Selon les menus, chaque repas coûte de 50 cents à 1 $ par portion. Chaque mois, les membres des cuisines collectives se réunissent pour établir un budget, planifier les menus, partager la corvée de l'épicerie et préparer les repas pendant que des bénévoles s'occupent des enfants. Mais qui retrouve-t-on dans les cuisines collectives? Des gens à faible revenu, soit des chefs de famille monoparentales, des mères adolescentes, des immigrants, dans des quartiers et des régions auxquels on n'aurait jamais songé. On veut créer une égalité entre tout le monde. On veut annuler la différence qui a l'air à se propager dans notre société. C'est une valeur très importante aussi, d'intégrer tout le monde possible. Il n'y a pas d'exception. En rondelle. Est-ce que c'est... Ainsi, à Montréal, il y a de plus en plus de cuisines collectives pour venir en aide aux immigrants. Souvent démunis économiquement, les immigrants ont aussi à faire face à des problèmes particuliers de langue, de culture et d'intégration. Ces femmes sont originaires du Cambodge. Dans cette cuisine du quartier Parc Extension, elles préparent quelques mets traditionnels de leur pays en compagnie de Québécois. Ça, c'est l'aubergine, mais le petit aubergine. Diane Norman, nutritionniste et auteure d'un guide d'implantation et de fonctionnement des cuisines collectives, flaire, observe, découvre et prend des notes. J'avais vraiment fait comme un sondage de besoins avant. Et les gens avaient dit très clairement, on n'a pas d'argent, mais on sait très bien cuisiner. Ce qu'on veut, on veut être mieux préparé à travailler. On vient à des cours de français, mais on ne peut pas pratiquer. On ne peut pas aider nos enfants avec le devoir. Où est-ce qu'on peut aller pour pratiquer? Alors là, j'ai pensé, si on mettait des francophones avec des gens qui ont besoin d'apprendre le français, on aurait un échange de services. Et puis, finalement, on a l'impression qu'on se promène dans la Ligue des Nations ici. Alors, vous-même, vous êtes cambodgienne, vous cuisinez présentement, collectivement. Qu'est-ce que vous faites? Parce que présentement, je suis en train de faire une petite décoration pour les bambous. Puis ça, on va le faire frit avec du poulet. Je ne sais pas si quoi d'autre. Est-ce que vous trouvez que c'est un endroit idéal pour l'intégration des immigrants, l'apprentissage de la langue, et sortir un peu d'un certain ghetto dans lequel les immigrants risqueraient de vivre repliés sur eux-mêmes? Parce que par rapport aux immigrants, présentement, ils sont très démunis. Pour cela, moi, je trouve que c'est une bonne organisation de l'organiser quelque chose pour que les femmes sortent un petit peu pour changer la situation dans sa famille. Puis deuxièmement, peut-être pour faire un échange un petit peu des idées, comment faire la cuisine cambodgienne, juste pour vous montrer. Puis eux autres, ils vont faire des chants entre eux aussi, vous voyez? Donc, ils sont intéressés aussi, les femmes cambodgiennes, à apprendre la cuisine québécoise. C'est ça. Quand on veut mettre sur pied des cuisines collectives, je pense que ce qu'il faut, c'est regarder où est-ce qu'on travaille, quels sont les besoins, regarder, écouter, surtout écouter. Et après cela, vérifier ce qu'on a entendu et partir de là. Offrir du support. C'est comme pas dire aux gens quoi faire. Ça n'a jamais été ça. Ça a été toujours un mouvement d'entraide entre des gens qui veulent améliorer leur sort d'une façon ou d'une autre. Okay. Et ça, c'est quoi, Nathalie? Cette chose-là, c'est quoi? Mais oui, galanga. Galanga. C'est bon, oui, galanga. Je suis allée voir dans le et j'ai pensé, là, ça c'est mon triomphe. Bon, alors maintenant, tu vois, tu m'as fait souvenir des choses. C'est ça, ma mère a dit tout à l'heure, galanga. Au Québec, une poignée de femmes décident donc d'agir sans commission parlementaire ni projet d'étude, mais avec dignité.
Après avoir mis sur pied les premières cuisines collectives, au milieu des fous rires et des encouragements mutuels, elle découvre que la formule existe déjà au Brésil, au Chili et ailleurs. Au mois de novembre 90, une douzaine de femmes des cuisines collectives de 5 quartiers de Montréal se rendent au Pérou, où les comedores populares existent depuis 20 ans. Gertrude Lavoie, des cuisines collectives de Hochelaga-Maisonneuve, était du voyage. Ce qu'on retient, c'est que ces femmes-là sont organisées et impliquées socialement dans leur milieu à plusieurs niveaux, pas uniquement à la cuisine, mais sont impliquées à l'alphabétisation, dans le soin des bébés, partout en quartier, sont présentes. Puis, en tout cas, ça nous fait réfléchir aussi que nous autres aussi, possiblement, qu'on pourrait peut-être s'impliquer davantage, de travailler à autre chose que la cuisine aussi. Et de découvrir, je pense que le choc a été aussi grand de notre côté que du leur. De découvrir les femmes, nos sœurs péruviennes, de découvrir que nous, au Québec, dans un pays riche du Nord, on utilisait les mêmes moyens, les mêmes alternatives pour arriver à mieux manger et à sortir de notre pauvreté, elles n'en revenaient pas. Et elles n'en revenaient pas que nous, du Nord, on allait emprunter au Sud des formules. Des formules, de la force aussi, des moyens de s'organiser, parce qu'elles nous ont beaucoup inspiré, beaucoup inspiré. Évidemment, chez elles, les conditions de vie sont presque semblables. Elles n'ont aucune aide sociale, mais elles ont compris que chez nous, il faut chauffer nos logements et tout ça. Par ailleurs, leurs moyens simples, concrets, partir de rien, agir avec peu de choses, c'est possible. Et vous savez, elles ont fait des marches incroyables de kilomètres et de kilomètres pour réclamer, parce qu'elles sont nombreuses, il y a des milliers de groupes de cuisine collective au Pérou, pour aller réclamer des coûts raisonnables pour les produits de base, ce qu'elles appellent le panier de provisions. Et quand on est revenu de là-bas, on a dit, nous autres aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble si on était plusieurs. Vous vous êtes senti solidaire des femmes péruviennes? Ah oui, je pense que tout de suite, ça n'a pas été long, il y avait une complicité entre nous autres, ça a été très facile le contact. Puis c'est ça, oui, on s'est senti solidaire d'elle, on s'est senti, parce qu'on se comprenait d'abord. Puis ce qu'il nous disait, bon, oui, on a besoin d'argent, on a besoin de... C'est vrai, mais ce qu'on a besoin de plus, c'est de votre solidarité. Puis de savoir que vous autres, vous nous appuyez chez vous, puis que vous travaillez dans un même sens que nous autres aussi, déjà, on se sent moins seul. On pourrait penser qu'ici au Québec, vous deveniez à plus ou moins brève échéance une force politique, une force sociale. Bon, je pense que ça en est déjà une, mais elle est pas organisée encore, elle est ici et là. Il s'agit de... C'est très important pour nous, justement, de rallier ces forces-là, de les canaliser. Vous savez, on a eu un rassemblement incroyable en octobre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et on a vu, ça venait de Chibougamau, Abitibi, Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, et j'en pense, et on s'est aperçu qu'on avait les mêmes besoins, les mêmes goûts de dépasser notre situation et le même enthousiasme à vouloir continuer. Et on découvre une ouverture beaucoup plus grande qu'on pense chez les Québécois et Québécoises face à l'autre, face à l'étranger. On aime apprendre de sa culture. C'est pas ça que je lis dans les journaux, moi. C'est pas ça que j'entends. Ce qu'on entend beaucoup, c'est le racisme dans nos quartiers. Il y en a, mais pourquoi pas ne pas encourager ces îlots, je dirais, de petites sociétés des nations, ou cette nouvelle façon d'entrer en relation à partir de qui on est et d'accepter nos différences et de découvrir la richesse de nos différences. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres moyens que de contrer le racisme que celui-là, ou toutes les expériences qui vont dans ce sens-là. Qu'en pensez-vous?